Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument On peut le dire, oui. pour expliquer le monde. La découverte de la science moderne, du lauréat du prix Nobel Steven Weinberg. Et pour nous guider, il y a cette phrase qu'il reprend: Le passé est un pays étranger, on y fait les choses différemment. C'est une excellente porte d'entrée. L'idée, ce n'est donc pas de lister ce que les anciens ne savaient pas. C'est de comprendre la difficulté, mais la difficulté immense qu'ils ont eue à découvrir comment apprendre sur le monde. Exactement. Et ce qui est passionnant avec Weinberg, c'est qu'il n'aborde pas ça en historien, mais en physicien. Ah oui, Il se demande vraiment comment des esprits aussi brillants qu'Aristote ont-ils pu se tromper à ce point. Il ne juge pas, il essaie de comprendre la logique. c'est une démarche différente. Découverte. Découverte. C'est-à-dire? Comme si elle était déjà là, inscrite dans la nature des choses, et qu'il a juste fallu des millénaires pour trouver la bonne clé pour la lire. D'accord, cette idée change toute la perspective. Bon, alors commençons par le début. Les Grecs. Les Grecs. On a tous cette image, Thalès, Démocrite, les premiers physiciens. Mais Weinberg, lui, il nuance fortement. Et il a raison. Prenez Thalès qui dit que tout est eau, ou Démocrite et ses atomes. Ce sont des intuitions magnifiques, mais Mais ça relève plus de la poésie, de la philosophie. Il manque un truc essentiel, la preuve, la vérification. Voilà, la justification. À l'époque, l'important n'était pas de prouver par l'expérience, mais d'avoir un discours cohérent, une belle histoire. c'est celui qui racontait le mieux qui avait raison en somme. En grande partie, oui. Et l'exemple le plus fou, c'est Platon dans le Timée. Il a cette théorie comme quoi la matière est faite de triangles. De triangle biais, carrément. Et comment il justifie ça? Ah, mais c'est là que ça devient incroyable. Il dit, en gros, ce serait trop long à expliquer, mais si quelqu'un trouve mieux, on l'accueillera comme un ami. C'est une blague. C'est l'inverse total de la science. C'est l'exact opposé. Il met le fardeau de la preuve sur les autres. Imaginez un chercheur aujourd'hui qui dirait « Prouvez-moi que j'ai tort ». Il se ferait descendre. D'accord. Donc, on est bien dans la philosophie naturelle, mais ils nous ont quand même légué des bases solides, non? Les maths, par exemple? Absolument. C'est leur héritage le plus crucial. Euclide, la géométrie, les pythagoriciens et leur obsession des nombres. Mhm. D'ailleurs, quand ils ont découvert que la racine de 2 était un nombre irrationnel, ça a été un choc terrible pour leur philosophie. Une belle théorie qui se fracasse contre un fait. C'est peut-être un premier pas. Et au milieu de tout ça, il y a Aristote, figure écrasante. On dit qu'il a été à la fois un pionnier et un frein. C'est exactement ça. Aristote, c'est la victime du bon sens. Du bon sens. Oui. Il observe le monde, simplement. Et que voit-on? Une pierre tombe plus vite qu'une plume. Évidemment. Si on arrête de pousser un chariot, il s'arrête. Pour lui, ce sont des vérités premières. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Son erreur, c'est donc de prendre l'observation brute, l'apparence, pour la loi fondamentale, sans penser à ce qui la parasite. Le frottement, la résistance de l'air, précisément. La grande difficulté de la physique, c'est d'imaginer des situations idéales qui n'existent pas. Le vide, l'absence de frottement, pour trouver les vraies lois. Et ce saut-là, Aristote ne l'a jamais fait. Jamais. Et comme son système était très cohérent, ses idées, même fausses, ont dominé la pensée pendant presque 2000 ans. D'accord. Alors si Athènes était en cette impasse du bon sens, où est-ce que ça a commencé à bouger? Le centre de gravité se déplace. On quitte Athènes pour Alexandrie. En Égypte? Oui, au sein du musée, qui est une sorte d'institut de recherche, là, les mentalités changent. La distinction très snob entre la connaissance pure, l'épistème, et le savoir-faire technique, la techné, eh bien, elle commence à s'estomper. Les penseurs et les faiseurs se sont mis à travailler ensemble. C'est ça. Des ingénieurs comme Ctésibus ou Philon de Byzance, un expert en catapulte, deviennent des stars. On ne construit pas une catapulte qui marche juste avec de la philosophie. Non, il faut tester, mesurer. Il faut se confronter au réel. Et le domaine où cette confrontation a été la plus spectaculaire, c'est l'astronomie. J'imagine, pour les calendriers, la navigation. Exactement. Et même pour l'astrologie, qui était une grosse motivation économique. Cette pression du résultat a poussé des gens comme Ptolémée à créer des modèles mathématiques d'une précision folle pour prédire le mouvement des planètes. Son livre, l'Almageste. Un monument qui a été la référence absolue pendant 1400 ans. Et puis, l'Empire romain s'effondre, on a l'impression d'un grand vide en Europe,
Mais ce savoir n'a pas disparu. Non, et c'est là qu'intervient un chapitre crucial, souvent sous-estimé, l'âge d'or du monde arabo-musulman. C'est eux qui ont pris le relais. Ils n'ont pas fait que prendre le relais. Ils ont préservé, traduit, mais surtout enrichi tout le savoir grec. Sans eux, une grande partie aurait été perdue. On pense à la maison de la sagesse, à Bagdad, la Bayt al-Hikma. C'était le centre intellectuel du monde à cette époque. Mais il ne faut pas croire qu'ils n'ont été que des traducteurs. Ils ont innové. Prenez Al-Khwarizmi. Algorithme. Algorithme vient de son nom. Algèbre vient du titre de son livre. Et surtout, il a popularisé les chiffres indiens. Avec le zéro. L'invention la plus révolutionnaire de toutes. Essayez de faire une division en chiffres romains, vous verrez. C'est vrai que c'est une avancée énorme. Et il n'est pas le seul. Il y a Al-Biruni, qui a mesuré le rayon de la Terre avec une précision incroyable, depuis le sommet d'une montagne, juste avec de la trigonométrie. L'alliance de l'observation et des maths. C'est ça. Et puis il y a Ibn el-Haytham, ou el-Hazen. Weinberg insiste beaucoup sur lui. Pourquoi lui en particulier? Parce que c'est peut-être le premier à formuler clairement que toute théorie doit être validée par l'expérience. C'était un grand spécialiste de l'optique, et il ne se contentait pas d'affirmer, il prouvait. Avec des expériences reproductibles, des chambres noires, c'est un pas de géant vers la méthode moderne. D'accord. Et pendant que ça bouillonne à Bagdad et à Cordoue, l'Europe commence à se réveiller. Comment le flambeau est revenu? Par les traductions. Au XIIe siècle, dans des villes comme Tolède, en Espagne, on se met à traduire massivement de l'arabe vers le latin. On redécouvre les Grecs, mais aussi les savants arabes? Exactement. Et ces textes arrivent dans des lieux nouveaux, les universités, Paris, Oxford, et là on ne se contente plus de lire Aristote, on le critique. C'est là que la rupture se prépare. Doucement. Par exemple, au XIVe siècle, au Merton College à Oxford, des calculateurs décrivent pour la première fois mathématiquement un mouvement uniformément accéléré. La chute d'un corps. Oui, c'est très abstrait, très mathématique, mais c'est la base que Galilée utilisera 3 siècles plus tard. On y arrive. Galilée, la révolution scientifique. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'est pas sorti de nulle part. Non, il est l'héritier de toute cette histoire, mais c'est lui qui assemble les pièces du puzzle. D'abord, il y a l'instrument. La lunette. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a perfectionné, et surtout, il l'a tourné vers le ciel. Un geste d'une audace folle pour l'époque. Aller voir soi-même plutôt que de croire les anciens livres. Et ce qu'il voit, c'est un massacre pour l'ancienne cosmologie. Des montagnes sur la Lune, Donc les cieux ne sont pas parfaits. des lunes autour de Jupiter, Donc tout ne tourne pas autour de la Terre. et les phases de Vénus, qui prouvent qu'elle tourne autour du Soleil. En quelques mois, le modèle de Ptolémée, vieux de 14 siècles, s'effondre. C'est vertigineux. Et la deuxième pièce du puzzle, c'est l'expérimentation. Quantitative. Voilà, pas juste regarder, mesurer. Ces expériences avec les plans inclinés, c'était pour mesurer le temps, la distance et confirmer la loi mathématique. La distance est proportionnelle au carré du temps. La fusion parfaite entre l'expérience et les maths. La physique moderne est née. Et puis, Newton arrive. Si Galilée a posé les fondations, Newton a bâti la cathédrale. C'est la grande synthèse. D'abord, il invente un outil mathématique surpuissant, le calcul infinitésimal. Ensuite, il formule les lois du mouvement. Et enfin, le coup de génie absolu. La gravitation universelle. L'idée folle que la même loi fait tomber une pomme et maintient la Lune en orbite. Unifier le ciel et la Terre, avec une seule équation. C'est la fin définitive du monde d'Aristote. Son livre Les Principia, c'est l'acte de naissance de notre physique. Le puzzle est complet, la méthode est là. Quel parcours incroyable. On part de la poésie des Grecs, on traverse l'âge d'or islamique pour arriver à cette synthèse de Galilée et Newton. Au final, la plus grande découverte de toutes, ce n'est pas la loi de la gravité en elle-même. C'est la découverte de la méthode pour découvrir la loi de la gravité. Et toutes les autres, c'est le cœur du message de Weinberg. Et ce qu'il faut retenir, c'est à quel point ça a été difficile. Terriblement. Les idées d'Aristote nous semblent fausses, mais elles étaient les plus intuitives. C'était juste le bon sens. C'est vrai, une plume tombe moins vite qu'une pierre, nos yeux nous le disent. Exactement. Le véritable exploit, l'effort intellectuel surhumain, a été de comprendre que ce bon sens était un piège, qu'il fallait l'ignorer pour trouver les lois cachées, plus simples, plus élégantes. Ce n'est pas naturel pour l'esprit humain. Pas du tout. C'est une compétence qu'on a mis des siècles à apprendre. Ce parcours pour découvrir la science moderne a donc nécessité de renverser des siècles de bon sens. Ça amène forcément une question pour aujourd'hui.
Quelles sont les certitudes de bon sens, les évidences qu'on tient pour acquises et qui pourraient en fait être les plus grands obstacles aux prochaines grandes découvertes?